Encore, ça va arriver, les fous vont arriver. On peut y aller. Ils connaissent, comme les chanteurs, ils connaissent le livre par cœur, ils vont parler en même temps que moi, comme dans les concerts. Bonsoir à tous, merci beaucoup de vous être déplacés en nombre pour saluer la sortie de ce roman formidable, merveilleux, éblouissant, de Benny Malapa, un nègre qui parle yiddish. Merci à la très prestigieuse librairie L'Écume des Pages de nous accueillir ce soir et d'avoir très rapidement manifesté beaucoup d'intérêt pour ce livre. Je m'en réjouis. Dire que cette librairie est une rescapée d'un Saint-Germain-des-Prés que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, à qui on souhaite encore une longue vie. Et puis, merci beaucoup à notre ami commun, Jean-Marc Chiappa, ici présent dans la salle, sans qui toute cette histoire n'aurait sans doute pas eu lieu. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous poserez la question à la fin. Je te coupe, c'est sans Paul Malapa et Suzanne, n'aurait pas eu lieu. Jean-Marc est venu après, quand même. Ah bah, bien sûr. Alors, parce que sinon, ça paraîtrait étrange. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis dans la salle et Benny m'a beaucoup parlé de la tradition orale. Voilà, donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui connaissent déjà l'histoire de Paul et Suzanne, mais je vais partir du principe que tout le monde ne la connaît pas et essayer de la résumer en quelques phrases. Paul, c'est le père de Benny. Paul est né en Allemagne, à Hambourg, d'un père camerounais, puisque à l'époque le Cameroun est une colonie germanique, et d'une mère allemande. Paul grandit dans la misère, Paul est en proie au racisme, on traite sa mère de putain nègre, et donc quand il en a la possibilité, il décide de fuir cette ambiance, et il trouve refuge à Paris. À Paris où le racisme n'est sans doute pas absent, mais où il est sans doute un peu moins virulent qu'en Allemagne. Là, notre ami Paul montre des dispositions pour la bagarre, on va dire ça comme ça. Il monte sur le ring, il se fait boxeur, il remporte pas mal de succès, ça lui ouvre des portes. C'est une époque où les gens du showbiz aiment bien s'afficher avec des boxeurs, donc ça marche pas mal pour lui. De l'autre côté, on a Suzanne, famille de commerçants juifs de Pologne. D'abord l'industrie. D'abord frappé par la crise de 29 et ensuite frappé par l'antisémitisme. C'est pareil, l'antisémitisme il sévit un peu partout dans le monde à cette époque, mais disons que en Pologne il avait la réputation d'être encore plus dur qu'ailleurs. Et donc la famille de Suzanne, c'est un résumé, on est bien d'accord, la famille de Suzanne trouve également refuge à Paris. Et là, figurez-vous que le père de Suzanne dit à son fils aîné, écoute, je te trouve un peu, comment dire, il l'a certainement pas dit comme ça, mais je te trouve un peu mou du genou, les temps sont durs, il faut pouvoir rendre les coups, il faut pouvoir riposter, je vais t'offrir des cours de boxe. Il cherche un instructeur, et l'instructeur ce sera Paul, c'est ainsi que Paul fait la connaissance de l'ensemble de la famille, rencontre Suzanne, et que un métis germano-camerounais finit par tomber amoureux d'une juive polonaise, et que ces deux personnages vont se marier à la mairie du 20e alors que Paris est déjà occupé. Donc c'est une histoire absolument inouïe. Rien que ça suffit, sauf que ce n'est que le début, puisqu'évidemment un couple pareil ne peut pas rester là, ils sont obligés de fuir, ils passent la ligne de démarcation, ils se réfugient à Marseille, Paul rentre dans la résistance. Mais Hitler a décidé que Marseille étant le chancre de l'Europe, le dernier endroit où on croise des juifs, des noirs, des métèques, des arabes de toute espèce, il faut y mettre le holà. Donc il y aura la grande rafle, c'est à ce moment-là que tout le bas du quartier du panier sera dynamité, donc il faut fuir encore, etc. etc. Voilà, brosser à grands traits l'histoire authentique, l'histoire vraie de Paul et Suzanne, que Benny a donc entrepris de raconter, mais d'une manière particulière. Et ce sera ma première question, parce que je vais arrêter de parler, je vais le laisser parler lui. Il l'a fait en donnant la parole alternativement à Paul et Suzanne. Donc en se glissant alternativement dans la peau de son père, dans la peau de sa mère. Il m'avait dit c'est une expérience quand même un peu particulière. Voilà. Et donc, ma première question, c'est pourquoi ce choix? Puisque tu aurais très bien pu décider, cette histoire c'est évidemment celle de tes parents, mais c'est aussi la tienne, tu aurais pu décider de
de la raconter de ton propre point de vue. Pourquoi ce choix qui moi, m'a tout de suite convaincu, m'a paru être très romanesque, mais qui aurait pu être autre. En fin de compte, je voulais pas préempter l'histoire de mes parents et parler à leur place, parce que c'est eux qui l'ont vécu. Nous, on l'a vécu. Je dis nous parce qu'on est beaucoup, il y en a pas mal dans cette salle. On est beaucoup à l'avoir vécu, à l'avoir entendu, à l'avoir partagé à partir, parce que dans le livre, on ne s'arrête pas à la guerre, il y a ensuite la décolonisation, et beaucoup d'entre nous étaient déjà nés. Et donc on a partagé avec eux, mais c'est eux qui l'ont vécu, et j'ai trouvé que c'était intéressant, parce qu'ils avaient parlé aussi, pas seulement parce que moi j'ai eu cette idée, mais moi quelques années avant, je voulais pas que ça disparaisse, puisque c'est la tradition orale, mon père n'avait jamais rien écrit, donc je l'ai fait interviewer par un copain qui était instituteur, mais qui parlait allemand. Donc on l'a interviewé en allemand parce qu'en fait il maîtrisait le français, il parlait très bien français, mais il maîtrisait beaucoup plus, il était encore plus à l'aise en allemand. Donc je l'ai fait interviewer par un copain et j'ai recueilli ce texte qui est resté très longtemps dans les tiroirs. Et donc il y avait ça. Et puis mes sœurs, aussi de leur côté, avec des amis, ont enregistré des DVD de ma mère, avec aussi des choses que moi-même je ne connaissais même pas, ce DVD. Comme eux, elles n'avaient jamais lu l'interview que j'ai fait. C'est ça qui est marrant. Et donc j'ai découvert dans ce DVD une façon de parler aussi, une façon de dire les choses qui n'était pas la mienne. Donc je m'exprime en tant que béni dans le prologue et dans l'épilogue, et le reste du livre, c'est eux qui parlent, comme ils nous l'ont raconté, et comment c'est mon petit-fils qui vient d'arriver. Comment on l'a inventé, comme ça a été dit. Il y a une de mes nièces qui m'a demandé, avant-hier, alors j'en profite quand même pour vous dire que je dédie comme cette première dédicace à mon frère Sam, qui est décédé lundi dernier, d'un œdème au poumon à 80 ans, et que c'était quelqu'un de très important pour moi et pour toute la famille, donc voilà. Et donc une dit, mais qu'est-ce qui est vrai, parce que moi j'ai pas les mêmes versions de l'histoire et tout. Je lui dis, mais tu sais, du moment que cette histoire a été racontée, tu peux pas savoir, réellement, du moment qu'on raconte une histoire, vous le savez tous, et ben elle devient votre histoire, et vous la racontez à d'autres, qui la racontent à d'autres, c'est le système du téléphone arabe, vous appelez ça comme vous voulez, et à la fin, vous avez la version. Moi c'est ça. Moi je peux pas dire que chaque chose que j'ai dit est juste, précise, vérifiée. Je suis pas le biographe de mes parents, je suis pas historien, parce que ça aurait été vraiment des dizaines, vu le nombre d'archives que même j'ai croisées comme ça aurait été des 7, 8 ans, 10 ans de travail sérieux. Moi, j'ai pas fait un travail sérieux. J'ai fait un travail de romancier, c'est autre chose. Voilà, j'ai fait un travail de romancier. J'ai fait un travail de romancier, j'ai pas fait un travail sérieux. On n'est pas sérieux quand on a des 17 ans, on est toujours, et moi je suis toujours pas sérieux. Donc voilà, donc j'ai fait un travail de romancier, et donc je me suis emparé de cette matière à ma façon. J'ai raconté l'histoire qu'on m'a racontée, mais à ma façon aussi. Donc je ne peux pas garantir aux membres de ma famille la véracité de chaque chose que j'ai dit, mais en fait c'est vrai. Je le dis, puisque je le dis, c'est vrai. Donc vous l'aurez compris, il y a deux tons dans ce livre, puisque c'est deux personnages qui parlent, qu'il y a notre ami Paul qui est boxeur, et qui s'exprime un peu comme un boxeur. Suzanne vient d'une famille un peu plus bourgeoise, donc elle n'a pas exactement le même registre de langage, etc. Et ce qui est très très intéressant aussi dans le livre, c'est qu'il y a parfois des petits décalages entre les deux versions, c'est-à-dire que Paul et Suzanne n'ont pas vécu les choses toujours de la même manière. Leur amour, qui est extraordinaire, qui a traversé tous les affres du XXe siècle, mais a aussi été, comme tous les amours, soumis à parfois un peu d'usure, un peu de... Voilà. Et donc on a à certains moments Paul et Suzanne qui nous racontent le même événement, mais selon deux points de vue différents. C'est aussi très très littéraire. Voilà. Ah ben non, oui, non, on va embrayer. Alors, on va revenir en arrière. On va revenir sur le prologue. Là aussi, je m'excuse pour ceux qui connaissent cette histoire, mais il faut savoir qu'on a un service juridique, puis un premier avocat, puis un deuxième avocat qui ont été consultés pour savoir si on aurait le droit d'utiliser le mot nègre sur la couverture. Ça a été l'objet de débats incroyables. Moi, je me suis battu pour, parce que je connaissais l'histoire, et donc je trouverais ça très intéressant que tu nous la racontes. Bon, je l'ai raconté beaucoup, et je vais la raconter encore, mais avant je vais raconter autre chose. En fait,
je ne sais pas si c'est à quel endroit du livre c'est, mais un jour mon père m'a demandé, il m'a dit, Béni, t'as combien d'enfants? Je lui ai dit, j'en ai 4. Il m'a dit, c'est bien. 4, c'est bien. 5, c'est pas bien 5. C'est la merde. Je dis, merci papa, c'est moi le 5e. Mais ça avait une signification quand même, parce que ça veut dire que à partir du 5e, c'était il avait fait une espèce d'ascension incroyable avec la boxe, cabaret, etc. Et puis là, quand je suis né, malheureusement c'est pas ma faute, hein, mais quand je suis né, il était sur la pente glissante. Donc il m'a dit ça très froidement, il m'a dit, mais toi je peux te le dire parce que t'es cynique. Donc moi je suis cynique, je savais qu'il avait... disons qu'il avait eu 4 enfants, mais que la 5e c'était pas terrible. J'ai su plein de choses, qu'il nous avait baptisés protestants en 55 parce qu'il avait peur de la Troisième Guerre mondiale. Voilà, il m'a dit tout ça, alors qu'il ne l'avait pas dit aux autres. Bon. Cette histoire, en fin de compte, c'est pour ça que je me suis permis d'employer ce mot. Je suis absolument conscient de ce que signifie, et de ce que signifie pour beaucoup de gens, puis il y en a dans la salle, qu'on se fait traiter de nègre. Et j'ai distribué quelques coups de boule là-dessus. Donc je partage avec beaucoup d'autres aussi ce que ça signifie de ne pas accepter ça. Et je ne l'accepte pas, et souvent, avec mon frère Lionel en particulier, on avait quelques aventures pour des gens qui pensaient pouvoir le dire, ou sale nègre, sale bico, bon, tout ce que vous voulez qui va avec. Mais pourquoi je l'ai dit? Parce que, en fait, cette histoire que vous lirez pour ceux qui ne l'ont pas lue, j'étais à Jérusalem pour une seule fois dans ma vie, et j'y suis pas retourné. J'étais à Jérusalem où je discutais justement avec des militants palestiniens et israéliens d'une nation libre, démocratique et unie, hein, je vous dis ça comme ça au passage, et donc je discutais de ça, et un des copains m'emmène, c'est un juif d'origine argentine, il m'emmène, il me dit, tiens, on est en train de discuter, il regarde sa montre, il dit, mince, je dois aller chercher ma mère à l'usine, viens, on vient avec moi. Donc je dis, ouais, comme ça je connaîtrais sa mère, ça peut être sympa, quoi. On prend la voiture, on arrive devant l'usine, on attend un peu, la dame arrive, une grande dame, les yeux bleus comme ça, un petit fichu sur la tête, et puis elle me regarde, et moi, je sens qu'elle apprécie pas trop, quoi. Mais je sais pas pourquoi. Alors elle s'assoit dans la voiture, je me retire, je me mets sur la place arrière, et puis je dis rien, et c'est le silence total. Et mon copain est un petit peu gêné. Et à un moment donné, elle éternue. Et je lui dis, alors pour les puristes du yiddish, vous vérifierez si c'est bon ou pas, j'en sais rien, moi j'ai appris comme ça. Et c'est ma mère qui me l'a appris. Et je dis, Tzegezin zum Leib, ce qui voudrait dire, hein, normalement, dans mon yiddish, qui voudrait dire la santé pour toute la vie. Et au lieu de me remercier, normalement, dire merci, en yiddish ou en ce qu'elle veut, elle se tourne vers son fils comme ça, de façon très hostile, très fermée, et elle dit à son fils, ah, Schwarz, red yiddish. Là, il y a un mec qui parle yiddish, là, qui a plus strict que les autres. Et donc, non, mais je veux dire, Schwarz, c'est noir. Mais pourquoi c'est nègre? Parce que ça, on me l'a dit, moi j'ai vérifié ça. C'est que là, quand on a dit Schwarz, ça voulait vraiment nègre. Mais c'est pas spécialement noir de peau. C'est quelqu'un d'étranger qu'elle comprend pas, qu'elle connaît pas. C'est le préjugé de base. Elle n'a rien contre moi. Et son fils, après qu'on l'a déposé, qu'elle ne m'a pas dit au revoir, quand on repart, il me dit oh, excuse-moi, je suis vraiment désolé, mais je pensais pas pourquoi, j'en sais rien. Je lui dis écoute, et en quelle je ne casse pas la tête. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait de toute ma vie, car malheureusement, je ne parle pas le yiddish, mais j'en connais un qui parlait très bien le yiddish, c'est mon père. Il ne parlait pas le yiddish, mais parlait son yiddish à lui, comme avec ma mère qui parlait le yiddish. Et ils ont créé une langue qui malheureusement n'a pas été étudiée ni mis en dictionnaire, mais elle vaudrait le coup certainement. Le fameux retournement du stigmate. Voilà. Le plus beau compliment qu'on t'ait fait. Je peux faire une remarque? Mais bien sûr, bien sûr. Copain, tout le monde que tout le monde intervienne quand Raoul, t'es rescapé, c'est un gars. Oui, je suis un rescapé de l'Holocauste. Oui. Et Schwarz, c'est comme les Ashkénazes appellent les séparades. Voilà, tout. Excellent. Voilà, il a tout dit. Il a vraiment expliqué ce que c'est que le racisme, il se détermine. C'est interjuif. Voilà. Alors, une petite question qui n'a pas grand-chose à voir avec la précédente. Voilà, je m'excuse pour le caractère un peu décousu de la rencontre, mais tu fais pas mal de références à des auteurs dans ton livre. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a guidé, dont tu souhaiterais revendiquer une sorte de parrainage dans l'écriture de ton premier roman? C'est très difficile de dire un, je vais en dire plusieurs. Il y a le premier, celui que mais en fait c'est arbitraire, mais peu importe. C'est Israël Yoshua Singer.
le frère de Isaac Bashevis Singer, que j'adore aussi, que je trouve extraordinaire. Et je vous conseille d'aller voir son discours, d'aller lire son discours quand il a eu le prix Nobel en 1957, il a eu le prix Nobel de littérature. Je vous allez le voir parce que vraiment c'est extraordinaire. Et son frère, qui a écrit des très très beaux livres, dont un qui s'appelle La famille Ashkenazi, et qui est une histoire qui raconte une histoire d'une famille qui a fondé la ville de Lodz. La ville de Lodz, c'est la ville, disons, c'est les Saint-Étienne, le Roanne, la ville de la bonneterie française, polonais. Ils ont fondé cette ville à la fin du 19e siècle, et c'est un livre, et il en a fait d'autres comme ça. Lui, son frère Isaac Bashevis, quand il a eu le prix Nobel en 1957, il a dit, si mon frère était encore vivant, c'est lui qui aurait dû avoir le prix Nobel. Donc voilà, ça c'est... Et puis il y a un autre monsieur, que je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Shalom Axe, et qui a écrit l'histoire d'un... Comment on dit H, on dit H A-C... A-H-C-S, bon, peu importe. Il y a des talmudistes dans la salle qui me... non, Shalom Axe ou H, qui a écrit un triptyque magnifique qui s'appelle tout simplement Varsovie, Saint-Pétersbourg, Moscou. Et c'est un jeune homme, fils d'un grand avocat démocrate de Russie, jeté dans tout ce qui a précédé la révolution russe, et ensuite la révolution russe à Moscou. Et c'est un livre absolument magnifique, qui raconte, donc il y a plein de personnages, qui sont tous aussi forts les uns que les autres. Et je peux pas, parce que là, si je commence à vous raconter tous les passages qui m'ont marqué, ça serait vraiment trop long, mais alors je sais pas s'il est encore édité. Et puis il y a aussi Isaac Babel, qui a écrit Cavalier Rouge, qui a écrit Les Contes d'Odessa. Voilà, Shalom Aleichem, qu'un de mes fils, Louis, c'est marrant, m'a fait découvrir, et qui compte des tonnes d'histoires du village, du shtetl, etc. Bon, voilà. Je peux pas choisir un, je choisis aucun d'ailleurs. C'est des gens... Bon, mais c'est un panthéon, mais c'est formidable. Voilà. Je vais te poser une dernière question avant de proposer à l'assistance de se rester à Béni s'il le souhaite, et puis après il y aura un petit coup à boire pour ceux qui le souhaitent aussi. Alors, c'est une question politique. Tu vois qui comme Premier ministre? Non, je déconne. Hollande. Il y a pas mal de gens ces derniers temps qui... c'est dans la tendance du moment d'établir des parallèles entre la période actuelle et les années 30. Le philosophe Michael Fossel l'a fait dans un formidable bouquin qui s'appelle... Je croyais que tu allais dire le philosophe Raphaël Antoven. Non, non, mais c'est une vanne. oui, je continue. Il l'a fait dans un livre. Donc, Michael Fossel l'a fait dans un livre qui s'appelle Récidive, que je conseille d'ailleurs à tout le monde. Johan Chapoutot, bien sûr, l'a fait dans plusieurs livres, et notamment dans le dernier qui a énormément fait parler de lui. Est-ce que toi, en te replongeant pour les nécessités de l'écriture de ce livre dans les affres du XXe siècle, au-delà d'ailleurs au-delà des années 30, est-ce que ce parallèle te semble pertinent? Ben, oui. Moi, je suis pas un historien, je suis plutôt un militant qu'un historien, et maintenant un écrivain, primo-écrivain. Non, mais moi, ce que j'ai ressenti en écrivant ce livre, j'ai ressenti que tout ce qui n'avait pas été réglé au XXe siècle, et malheureusement, pas grand-chose a été réglé au XXe siècle, il y a des choses il y a eu des avancées, il y a des choses formidables qui ont été faites, mais les problèmes fondamentaux de la société, que ce soit la colonisation, que ce soit le problème de l'impérialisme, de la Palestine, n'ont pas été réglés. Aucun problème n'a été réglé. Et en particulier, si on prend le problème palestinien, les problèmes n'ont pas été. Et il est impossible, c'est comme ça, c'est une loi. Si ces problèmes n'ont pas été réglés, ils continuent à se poser à la société. Et effectivement, on peut avoir le sentiment, dans certains aspects des choses, de retrouver les mêmes problématiques. Maintenant, je ne pourrais pas dire, je ne serais pas capable de dire ou en mesure de dire que c'est la même chose ou que c'est le retour du même. Je ne le pense pas déjà, mais je ne pourrais pas étayer ça. Moi, ce que je peux dire, c'est que tout ce que j'ai... Par exemple, je vais donner un exemple très concret. Quand j'ai étudié un petit peu le colonialisme allemand en Afrique, et que j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas, la tragédie du peuple Herero, qui a été décimé en Namibie. Parce que vous savez, ça s'est passé comme ça. En 1884, ou 7, je ne me rappelle plus, il y a eu la conférence de Berlin. Et là, les puissances qui s'étaient partagées déjà le monde ont dit aux Allemands,
il n'y a plus grand-chose, il y a le Cameroun, il y a le Togo, la Namibie, le Rwanda, c'est à vous si vous voulez. C'est exactement ce que s'est passé. Et ils y ont été, ils ont débarqué. Et là ils ont décidé en Namibie de détruire le peuple héros qui a tout de suite manifesté le refus, c'est un peuple assez organisé, assez structuré, il a manifesté tout de suite son refus de la colonisation, et ils les ont décimés. Et tout ce qu'ils ont fait, ensuite par exemple, dans la période, et qu'on peut vivre encore malheureusement maintenant, tout ce qu'ils ont fait, la décimation de ce peuple et tout, on la retrouve exactement comme un apprentissage, comme une première page du génocide, et pas seulement de la barbarie de la Deuxième Guerre mondiale. Et même des déclarations qui ont été faites, je vous le déconseille pour votre émotion, mais pour votre culture, oui, prenez la déclaration d'un général que j'ai cité dans le livre, allemand, impérial, qui parle au peuple héros, et transposez-la dans des choses que vous entendez aujourd'hui. Vous verrez qu'il n'y aura aucun problème. Et une autre chose aussi, par exemple, un des personnes pour mesurer la tête des gens, pour savoir s'ils étaient vraiment des êtres inférieurs, etc., a été le professeur de Joseph Mengele, qui est le bourreau que vous connaissez, le soi-disant médecin du camp d'Auschwitz. Donc vous voyez, c'est pas que ça se répète, c'est que tout ce qui n'a pas été réglé, toute la lutte qui était menée, et même après, vous voyez, puisqu'on en parle de la soi-disant décolonisation, on se retrouve toujours avec ces questions qui se reposent et qui se posent et qui se posent, et qu'à un moment donné, nous, les individus qui composent cette société, on devra bien essayer d'arriver à les régler. Allez, j'en pose quand même une dernière. Est-ce que tu peux, parce que là, on allait finir sur une note un peu sinistre. Bon, non, réaliste. L'histoire veut ça aussi. Je vais poser la question fleur bleue pour finir. Est-ce que tu crois que l'amour triomphe de tout ça? Est-ce que Paul sans Suzanne, est-ce que Suzanne sans Paul aurait pu traverser ce siècle atroce séparément? Moi, ce que je vais dire, c'est que je ne parlerai pas de... Je ne sais pas. Je n'étais pas à leur place. Est-ce qu'ils s'aimaient vraiment? Est-ce qu'ils avaient besoin l'un de l'autre? Je ne peux pas dire ça. J'ai vécu quand même des choses, moi, à l'époque de mon enfance, et mes frères et sœurs ici présents, qui ne ressemblaient pas beaucoup à de l'amour. Donc je ne vais pas peindre du rose sur le gris, parce que c'est... Non, mais c'est vrai que ces personnes, s'ils sont restés aussi longtemps ensemble, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient besoin l'un de l'autre, ils ont affronté les choses ensemble. Et ils ont été... Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'était un noir allemand qui s'est très vite considéré comme juif. Hein. Très vite, il a adopté, il a fait que c'était pas mal. Il a pris le judaïsme comme il est plus juif que moi, au niveau de la religion. Parce que nous, les Ashkénazes, comme disait Woody Allen, le grand philosophe contemporain, il disait, nous, les Ashkénazes, on n'a qu'un seul Dieu et on n'y croit pas. Nous, on fait un peu partie de la catégorie des gens qui ne croient pas. Mais dans tous les cas, lui, il y croyait. Et je me rappelle très bien le soir, dans un grand appartement vide, sans électricité, sans meubles et tout, crier de son lit « Shema !» Ce qui veut dire pour les juifs, « Shema Israël », qui est la prière qu'on fait le soir avant de dormir. Il criait « Shema !» Et lui était incapable de la faire, hein. Mais il fallait qu'on la fasse. Il mangeait beaucoup de jambon, tout ça, mais il était quand même juif, parce qu'on est juif si on le veut. Moi, je ne crois pas du tout au truc de la mer, etc., du peuple pur. Si on a envie d'être juif, on est juif, si on a envie d'être autre chose, on est autre chose. Merci voilà, beaucoup, Benny. Ils ont partagé cette vie. Vous l'aurez compris, c'est une traversée du siècle par le couple le plus inimaginable que vous puissiez rencontrer. Mais il y en a d'autres, attention. Il y a ici quelques témoins. Un camarade qui est là, c'est des judéo-polonais antillais. Si vous prenez l'envie d'écrire, vous demandez à Benny. On fait une collection, on va faire une collection chez Fayard, une collection métisse. Avec grand plaisir, ce serait vraiment un grand honneur. En tout cas, c'est un immense honneur et une immense joie de publier ton livre. Si quelqu'un a des questions... Ah, allô? Ou bien si quelqu'un a soif, on peut directement passer à la phase boisson, c'est comme vous voulez. Là, je veux dire un dernier mot quand même, parce que c'est vrai ce qu'a dit tout à l'heure... Pardon, oui, je veux dire quelque chose c'est vrai ce qu'a dit tout à l'heure Jean-François, que c'est grâce à mon ami Jean-Marc Schiappa et camarade Jean-Marc Schiappa que je me suis retrouvé, que j'ai rencontré ce monsieur, et c'est quand même grâce à son audace aussi et tout ça qu'il a cru, moi qui suis un primo qui n'avait jamais écrit de roman, j'ai écrit plein de trucs mais pas de roman,
qu'il a cru à ça, qu'il a cru à ma capacité de le faire, et il n'avait aucune preuve. Parce que je ne pouvais pas lui montrer ce que j'avais écrit, vu que j'avais rien écrit. Donc, à part des sketchs pour un gars et une fille, une dizaine de sketchs en 2000. Voilà, donc, je le remercie aussi, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai écrit ce livre sans aucune contrainte, sans aucune censure. Personne ne m'a dit ce que je devais écrire. Ensuite, on a retravaillé le texte, parce que vous savez qu'on fait un premier livre, on veut tout mettre, et qu'après, il faut bien quelqu'un qui élague un peu toute l'immensité des branches et des rhizomes, mais sinon j'ai écrit entièrement librement, j'ai rien changé, on m'a rien demandé de changer, et j'ai écrit, et comme c'est pas un policier, je peux vous donner, c'est pas un livre policier, je veux dire. Qui n'est pas un policier. Non, c'est comme ce n'est pas un livre policier, je peux vous donner la fin, la dernière phrase du livre. J'avais 13 ans et demi, 14 ans, je me posais toutes les questions du monde. Je venais juste de quitter un mouvement de jeunesse juif, sioniste, et j'étais face à la télévision avec ma mère, rue de Saussure. On regardait la télévision. Il y avait une manifestation de lycéens, je pense, palestiniens qui se faisaient matraquer par la police, ou l'armée, je sais pas. Et je lui ai dit, maman, qu'est-ce que tu en penses? Et ma mère m'a dit cette phrase que j'ai inscrite dans ce livre, parce qu'elle vaut le coup d'être inscrite. Elle m'a dit, je ne veux pas qu'on fasse aux Arabes ce qu'on nous a fait à nous. Et moi, je voudrais rajouter que notre père, malgré tout, était très sentimental, malgré sa violence. Ah oui, mais lui était très sentimental. Il n'était pas que sentimental, mais il était très sentimental. Il avait aussi la main assez lèvres. On va boire un coup. Et puis ceux qui veulent que je dédicace le livre, je fais plaisir.